Donc, section 2, les règles européennes de compétence, de petits points, le règlement de Bruxelles 1 bis. Le règlement de Bruxelles 1 bis, dit règlement numéro 1215-2012, remplace désormais le règlement communautaire de Bruxelles numéro 44-2001, qui lui-même remplaçait la Convention de Bruxelles. Bon, je ne développe pas davantage l'historique de ce règlement communautaire. Sachez que tous les États de l'Union européenne y ont adhéré, y compris le Danemark. C'est ce qui le distingue du règlement de Romain, par exemple. Donc le règlement de Bruxelles 1 bis, soyons très clairs, un de ses objets, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, c'est de dire quel est le juge compétent pour trancher un litige. Le règlement de Rome, ça n'a rien à voir, c'est quel est le droit applicable à un litige. Donc dans un cas, on dit quel est le juge qui va trancher le litige. Dans l'autre cas, on dit quel est le droit que va appliquer ce juge. Donc Bruxelles 1 bis, c'est le juge compétent. Grand 1, le champ d'application du règlement de Bruxelles 1 bis. 1.1, la matière du litige. Le règlement de Bruxelles 1 bis s'applique en matière civile et commerciale. Il exclut néanmoins de son domaine un certain nombre de questions. En particulier, il ne s'applique pas en matière fiscale et douanière. Il existe en effet d'autres règlements qui comprennent des règles matérielles spécifiques sur ces questions. Nouveau paragraphe, le règlement de Bruxelles 1 bis ne régit pas davantage les questions de compétence en matière d'arbitrage ou d'insolvabilité. Donc si on doit récapituler, le règlement de Bruxelles 1 bis, ça s'applique très largement en matière civile et commerciale, mais ça ne s'applique pas en matière d'arbitrage, en matière de fiscalité, en matière douanière, ou bien encore en matière de procédure collective. 1.2, le domaine spatial du litige. Le règlement de Bruxelles 1 bis s'applique dès lors que le défendeur est domicilié sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne. Donc les règlements de Bruxelles 1 bis s'appliquent dès lors que le défendeur, je dis bien défendeur, pas défenseur, bien défendeur avec un D, est domicilié sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est qu'un défendeur ? Bien, il faut savoir que dans une action en justice, celui qui agit, qui a assigné, qui a pris l'initiative d'engager une procédure, c'est le demandeur, et celui qui reçoit l'assignation, à qui on demande quelque chose, c'est le défendeur. Donc si on assigne quelqu'un qui est situé sur le territoire de l'Union européenne, a priori, le règlement de Bruxelles 1 bis s'applique. Il est posé deux exceptions à ce principe. Première exception, le règlement de Bruxelles 1 bis est également applicable sans qu'il soit nécessaire que le défendeur soit situé au sein de l'Union européenne lorsqu'un immeuble, objet du litige, est situé au sein de l'Union européenne. Cette règle de compétence est dite exclusive car il n'est pas possible d'y déroger par le biais d'une clause attributive de juridiction. Donc si on a un immeuble au sein de l'Union européenne, même s'il appartient à quelqu'un qui est russe, chinois, arabe, ce que vous voulez, Qatari, il n'y a pas de souci. On appliquera le règlement de Bruxelles 1 bis si l'immeuble est situé au sein de l'Union européenne. Deuxième exception, la prorogation volontaire de compétence. Deuxième exception, en cas de prorogation volontaire de compétence, c'est-à-dire en présence d'une clause attributive de juridiction. Dans ce cas de figure,
le règlement de Bruxelles 1 bis est applicable dès lors que, premièrement, la juridiction désignée est celle d'un État membre de l'Union européenne. Donc la juridiction désignée est celle d'un État membre de l'Union européenne. Et deuxièmement, l'une des parties au moins est domiciliée sur un État membre de l'Union européenne. En gros, si le demandeur, donc celui qui engage une action en justice, est situé au sein de l'Union européenne et qu'il y a une clause attributive de juridiction, c'est-à-dire une clause qui dans le contrat dit en cas de litige, les tribunaux compétents sont les juridictions françaises, italiennes, américaines, ce que vous voulez. Et donc s'il y a donc un demandeur qui est européen et une clause attributive de juridiction qui désigne une juridiction de l'Union européenne, eh bien le règlement de Bruxelles 1 bis est applicable. 1.3. Le caractère communautaire du règlement de Bruxelles 1 bis. Le règlement communautaire, enfin je dis parfois 44-2001 ou enfin non, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais souvent on dit encore parfois 44-2001 alors que c'est plus applicable. En tout cas on est bien sur le règlement de Bruxelles 1 bis. Donc le caractère communautaire du règlement de Bruxelles 1 bis. Il s'applique même en présence d'un privilège de juridiction correspondant aux articles 14 et 15 du Code civil qu'on étudiera dans quelques temps. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais on applique toujours au sein de l'Union européenne le règlement communautaire Bruxelles 1 bis et on ne fait pas état des privilèges de juridiction qui doivent s'incliner devant le règlement de Bruxelles 1 bis. Grand 2. Les règles de compétence posées par le règlement de Bruxelles 1 bis. Le règlement pose une règle de compétence de principe et des règles de compétence autonomes. 2.1. Le domicile du défendeur. Selon le règlement de Bruxelles 1 bis, les juridictions de l'État où le défendeur dispose de son domicile sont compétentes pour connaître du litige. On dit connaître du litige, c'est-à-dire sont compétentes pour trancher en justice un litige. Donc si vous avez un Allemand qui assigne un Français, le défendeur est le Français, c'est à lui qu'on réclame quelque chose, donc les tribunaux compétents sont les tribunaux français. La notion de domicile n'est pas toujours la même dans tous les pays au sein de l'Union européenne. Pour les personnes physiques, le règlement de Bruxelles 1 bis précise que le domicile est défini selon la règle du lex domicili, c'est-à-dire en fonction du droit de l'État concerné. Donc si vous voulez savoir, vous assignez un Anglais, vous voulez savoir quel est son domicile en tant que personne physique, eh bien vous appliquerez la notion anglaise de domicile. Si vous assignez un Néerlandais, vous voulez savoir quel est son domicile, eh bien vous appliquerez la notion néerlandaise de domicile. Pour les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés en particulier, l'article 63 du règlement de Bruxelles 1 bis assimile le siège social au domicile. Le demandeur peut cependant également assigner soit au siège social statutaire. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aiment bien avoir une adresse, par exemple, sur les Champs-Élysées. Pour autant, ce n'est pas là qu'est leur réel siège social. Ou au siège social réel, c'est-à-dire le lieu où se trouve l'administration centrale de la société. Ou, troisièmement,
au lieu du principal établissement de la personne morale. Donc, soit le siège social statutaire, ce qui est marqué sur les papiers officiels de la société, aux Champs-Élysées par exemple, soit le siège social réel, là où est la tour où se trouve le service comptable, juridique, financier, commercial, etc. de la société, soit troisièmement le principal établissement, peut-être une usine de cette société ou autre. 2.2. Les règles de compétence autonomes. L'article 7 du règlement de Bruxelles 1 bis consacre 7 règles de compétence dites autonomes. On les dénomme ainsi parce qu'elles sont particulières, spécifiques à certaines matières. Nous ne les étudierons pas toutes. Parmi ces règles, 2 d'entre elles intéressent le droit des obligations. L'article 7, paragraphe 1 en matière contractuelle et l'article 7, paragraphe 3 en matière délictuelle. Petit 1 peut-être, ou 2.2.1, on va dire 2.2.1, la matière contractuelle. L'article 7, paragraphe 1, petit a, pose la règle suivante. Ouvrez les guillemets. En matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Donc, l'article 7, paragraphe 1, petit a, pose la règle suivante. En matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Donc, on va étudier avec attention cette phrase qui nous permettra de déterminer quel est le tribunal qui est compétent. Les questions suivantes se posent. 2 petits points. Que signifie matière contractuelle? Que signifie obligation qui sert de base à la demande? Et comment déterminer le lieu d'exécution de l'obligation? Donc, petit a, la notion de matière contractuelle. La question se pose essentiellement dans 2 domaines. Premièrement, les groupes de contrats. La doctrine, donc c'est les plus grands professeurs, distingue plusieurs types de groupes de contrats. La chaîne homogène de contrats et la chaîne hétérogène. Juste pour que vous compreniez bien, une chaîne homogène de contrats, c'est une chaîne où on a toujours le même type de contrat. Toujours un contrat de vente, un contrat de vente, un contrat de vente. Vous avez un fournisseur qui vend à un distributeur, qui vend lui-même à un autre distributeur, toujours le même produit. Donc, par exemple, vous avez un pot de Nutella qui va être vendu par Nutella aux États-Unis, à Nutella en France. Nutella en France va le vendre peut-être à une coopérative, qui va le vendre à Intermarché, qui va le vendre aux particuliers. C'est toujours le même contrat. Ça, c'est une chaîne homogène sur le même produit. Une chaîne hétérogène, c'est quand vous avez par exemple une société qui va vendre quelque chose, une autre qui va inclure ce produit dans une voiture peut-être, qui va transformer le bien fourni et ainsi de suite. On n'a pas que des contrats de vente dans une même direction. Donc, la question qu'on va se poser en matière de chaîne de contrats homogène, elle va apparaître quand il y a par exemple un vice caché. On va se demander si par exemple la société qui a acheté in fine le pot de Nutella, est-ce qu'elle peut agir en justice contre Nutella US,
par exemple, c'est-à-dire sans assigner Intermarché. D'accord? Elle veut directement, un peu Nutella, c'est un peu ridicule bien sûr, mais vous êtes une société, vous avez acheté une machine qui vous a été vendue par un distributeur français, qui lui-même l'a achetée auprès d'un fabricant allemand. Si le distributeur français est en faillite, vous allez avoir envie d'agir en justice contre le fabricant allemand. La question qui se pose, c'est est-ce que vous êtes dans un contrat ou est-ce que vous faites une action délictuelle? L'action délictuelle, c'est quand on n'a pas de contrat, qu'on agit directement contre quelqu'un, alors qu'une action contractuelle, c'est quand on reste toujours sur le terrain du contrat. Donc, on vous a peut-être noté exemple, chaîne homogène de contrat. Un fabricant vend un produit à un grossiste qui revend les marchandises à un détaillant qui les vend à un utilisateur final. Le produit présente un vice caché. L'utilisateur final souhaite engager une action en justice. Il ne souhaite pas agir contre son propre fournisseur car celui-ci a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Il envisage d'agir en justice directement à l'encontre du fabricant qui est solvable. La question se pose de savoir si son action en justice est une action en responsabilité contractuelle ou une action en responsabilité délictuelle. En l'espèce, le problème rencontré est que cette question n'est pas tranchée de la même manière dans tous les pays de l'Union européenne. En France, une telle action serait considérée comme une action en responsabilité contractuelle, alors qu'en Allemagne, par exemple, on considérerait que l'utilisateur final n'a pas conclu un contrat avec le fabricant directement et qu'il s'agit donc d'une action en responsabilité délictuelle. Il a donc été nécessaire de trancher cette question. Par un arrêt du 17 juin 1992, Jacob Hante, H-A-N-D-T-E, la Cour de justice de l'Union européenne, enfin c'était encore CJCE à l'époque, a estimé qu'il s'agissait d'une action en responsabilité délictuelle. Donc c'est la solution allemande qui a été consacrée et non la solution française. Donc si vous êtes dans un litige international et que le règlement de Bruxelles 1 bis s'applique, s'il y a une action d'une partie, d'un utilisateur d'un produit contre un fabricant avec lequel il n'a pas conclu directement, on dira c'est une action en responsabilité délictuelle. Ça n'est donc pas tranché par le règlement de Bruxelles 1 bis, mais par un autre règlement. Enfin, ce sera bien, excusez-moi, je vous dis une bêtise, ce sera bien tranché par le règlement de Bruxelles 1 bis, mais pas par l'article qu'on vient de lire ensemble, l'article 5, paragraphe 1, qui vous dit « En matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. » D'accord? On sera obligé d'utiliser un autre article. Là, on n'est pas en matière contractuelle. Nouveau paragraphe. La question s'est encore complexifiée dans le cas de figure suivant. Que faire lorsqu'il existe une clause attributive de juridiction
dans le contrat entre le fabricant et le grossiste. Cette clause est-elle opposable à l'utilisateur final? Donc imaginez, vous avez un fabricant qui vend à un grossiste, qui vend ensuite à un détaillant, et ce détaillant vend à une société une machine. L'utilisateur final veut agir en justice contre le fabricant. C'est une action, on l'a vu, en responsabilité délictuelle, finalement, au sens de l'Union européenne. Simplement, il y a dans le contrat entre le fabricant et le grossiste une clause attributive de juridiction. Est-ce que le fabricant peut dire à la société qui la signe, attention, je demande à ce que la clause attributive de juridiction soit respectée. Donc, par un arrêt Tilly-Russ, T-I-2-L-Y-R-U-2-S, du 19 juin 1984, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie de cette question. Elle a considéré qu'il fallait se référer au droit applicable au contrat qui contient cette clause. En gros, si la clause est soumise au droit français, on va regarder si en droit français, on permettrait au fabricant d'opposer la clause attributive de juridiction à celui qui la signe. Si c'est soumis au droit norvégien, on regarde, enfin plutôt au droit danois, on regardera ce que dit le droit danois et ainsi de suite. Par un arrêt REFCOMP SPA, REFCOMP, donc REFCOMP un peu plus loin, SPA, du 7 février 2013, il a été décidé, donc on a modifié la jurisprudence, que la clause attributive de juridiction ne peut pas être opposée au sous-acquéreur exerçant une action contre le fabricant, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement à la clause. Donc on oublie l'arrêt Tilly-Russ, donc pas la peine de vous y plonger pendant des heures. Vous allez directement sur l'arrêt REFCOMP SPA qui vous dit s'il y a une clause attributive de juridiction dans le contrat entre le fabricant et le grossiste, eh bien, elle ne sera opposable à l'utilisateur final que si ce dernier avait accepté cette clause attributive de juridiction. Sinon, ce n'est pas applicable. Donc voilà, l'objectif ici, c'est bien de savoir si on est en matière contractuelle ou en matière délictuelle. Deuxième tiré, les litiges qui ont pour objet la période pré-contractuelle, c'est-à-dire pendant la période des pourparlers. Même chose, il existe des différences entre les droits des différents États membres. En France, on considère que c'est la phase, quand on n'a pas encore conclu le contrat, on est pour parler, on est en action en responsabilité délictuelle, alors qu'en Allemagne, par exemple, on considère que c'est déjà du droit contractuel, la responsabilité contractuelle si jamais on commet une faute dans les pourparlers. Par un arrêt Société Tacconi, T-A-2-C-O-N-I, du 17 septembre 2002, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que les litiges portant sur les pourparlers relèvent de la matière délictuelle. Donc cette fois, c'est plutôt la conception française qui l'a emporté. Petit b, la notion d'obligation qui sert de base à la demande. Donc le tribunal compétent est celui du pays où l'obligation qui sert de base à la demande n'a pas été respectée. Dans certaines situations, il peut cependant être difficile de déterminer quelle est l'obligation qui sert de base à la demande. Exemple, un acheteur donne un acompte sur le prix, le vendeur livre la marchandise, l'acheteur découvre un vice caché, l'acheteur refuse de payer le solde. Afin d'éviter un émiettement du contentieux, on va rechercher
quelle est l'obligation principale du contrat? Généralement, dans un contrat de vente, l'obligation de livrer est l'obligation principale. Petit c, le lieu d'exécution de l'obligation. Petit a, la règle générale. Par un arrêt Tessili, T-E-2-S-I-L-I, du 6 octobre 1976, la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, qui était à l'époque encore CJCE, a apporté un certain éclairage, on va dire, a apporté un certain éclairage. Elle a posé la règle selon laquelle le juge saisi va mettre en œuvre les règles de conflit de loi françaises en matière contractuelle, conditionné sur que le juge saisi soit juge français, donc va mettre en œuvre les règles de conflit de loi françaises en matière contractuelle, ce qui aboutira à la désignation d'une loi nationale. Puis, le juge saisi va examiner la loi applicable au contrat. Puis, le juge saisi va examiner la loi applicable au contrat qui contient l'obligation litigieuse. Cette situation a cependant été jugée trop complexe et le règlement a prévu des règles spécifiques pour certains contrats. C'est ce que je vous demande de retenir. Petit b, les règles spécifiques. Le règlement de Bruxelles 1 bis a distingué deux types de contrats. Pour les contrats de vente de marchandises, il considère que le lieu d'exécution est le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Pour les contrats de fourniture de services, deuxième tiré, le lieu d'exécution est le lieu où le service a été ou devait être fourni. Donc voilà pour la matière contractuelle, on a étudié donc comme ça ensemble de manière détaillée ce qu'est la matière contractuelle, quelle est l'obligation qui sert de base à la demande et quel est le lieu d'exécution de l'obligation, que je vous demande surtout de retenir pour les ventes de marchandises, lieu de livraison, pour les prestations de services, lieu où le service devait être fourni. Quand on n'est pas en matière contractuelle, si on n'arrive pas à répondre correctement à toutes ces questions, c'est qu'on est en matière délictuelle. Donc je suppose que ce doit être le 2.2, la matière délictuelle. L'article 7, paragraphe 2, dispose que une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, ça veut dire assignée en justice. Donc, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi-délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit au risque de se produire. Donc une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, troisièmement, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit au risque de se produire. Donc si vous faites une pollution en Allemagne, logiquement, vous êtes une entreprise, vous avez déversé un polluant en Allemagne, et bien logiquement, c'est les tribunaux allemands qui sont compétents. La principale difficulté qui s'est posée s'agissant de l'interprétation de cet article concerne le cas où le fait générateur du dommage
est localisé dans un pays et le préjudice est subi dans un autre pays. À titre d'exemple, je vais vous parler de l'affaire CJUE, mine de potasse d'Alsace, potasse c'est P-O-T-A-2-S-E, d'Alsace du 30 novembre 1976. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une entreprise française qui a déversé de la potasse dans le Rhin. Le problème, c'est que vous l'imaginez bien, le Rhin, c'est un fleuve qui traverse plusieurs pays. Donc il y a une pollution en Alsace. L'eau continue à couler et à polluer les exploitations horticoles en Allemagne et aux Pays-Bas. La question qui s'est posée était de savoir quel est alors le tribunal compétent. Est-ce que c'est le tribunal du lieu du fait générateur, on a déversé la pollution en Alsace, donc c'est le tribunal français, ou le lieu où le dommage est subi, toutes les exploitations horticoles en Allemagne ou aux Pays-Bas. Donc par un arrêt CJCE mine de potasse d'Alsace, la CJCE a considéré que le demandeur a le choix entre saisir le tribunal du lieu du fait générateur du dommage ou le lieu de réalisation du préjudice. Donc en gros, l'exploitant agricole allemand pouvait choisir d'assigner le pollueur soit en France, soit en Allemagne. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le règlement de Bruxelles 1 bis en matière de détermination du tribunal compétent. Donc voilà pour cette semaine. Bon courage à vous tous.